La situation s'est détériorée, notamment à Conakry. Les actes de banditisme et des attaques à main armée se sont multipliés ces derniers temps. L'étau se resserre sur la junte. L'Union africaine menace de prendre des sanctions si elle participe aux prochaines élections. Un second tour de l'élection présidentielle est probable en Afghanistan, un scénario envisagé pour la première fois par un proche d'Hamid Karzai. Pour le quotidien américain Washington Post, le président sortant aurait obtenu seulement 47% des voix. Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé le rapport Goldstone. L'enquête menée par le juge sud-africain sur l'offensive israélienne dans la bande de Gaza l'hiver dernier était particulièrement sévère pour Israël. Un rapport qui accuse l'État hébreu et le Hamas de crimes de guerre. Il est formellement déconseillé de se rendre en Guinée et il est recommandé aux Français présents sur place de quitter le pays. Conseil de la France à ses expatriés sur le site internet du ministère français des Affaires étrangères. Une décision prise en raison de la détérioration de la situation, notamment à Conakry, théâtre d'une répression sanglante le 28 septembre dernier. Président autoproclamé, Moussa Dadis Camara est sous le feu des accusations. Depuis quelques jours, l'homme fort de Guinée fuit les caméras et se mure dans le silence. Washington a directement mis en cause Camara dans les violences commises par la junte militaire et la France appelle désormais ses ressortissants à quitter la Guinée. Il ne s'agit pas d'une évacuation, il s'agit de recommandations que nous avons données à nos compatriotes qui vivent en Guinée de quitter le pays. Les Français encore sur place racontent que si la journée tout est calme, mieux vaut rester chez soi la nuit tombée. On parle d'une anarchie totale, on reste chez nous, il y a des barrages de militaires un peu partout dans la ville qui ont pris vraiment le pouvoir de la ville la nuit, quoi. Donc si on prend sa voiture la nuit, la probabilité qu'on prenne notre voiture ou qu'on nous dévalise est très importante. Donc on reste chez nous, on ne bouge pas de chez nous et c'est mieux comme ça, voilà. Après son coup d'État de décembre, le capitaine Camara avait promis de tenir des élections en janvier prochain. Aujourd'hui, l'opposition en doute. La répression est plus forte que jamais. Rappel des faits, le 28 septembre dernier, scène de chaos dans le stade de Conakry. Militaires et policiers ouvrent le feu sur 50 000 contestataires. Selon les ONG, plus de 157 personnes sont tuées. Et des témoignages abondent sur des viols commis par l'armée. Une répression sanglante qui aurait même continué les jours suivants. Le chef de la junte nie toute implication. Mais la communauté internationale n'est pas convaincue. Le commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire a estimé que le capitaine Camara devait être jugé pour crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale s'est-elle saisie du dossier et a d'ores et déjà ouvert une enquête préliminaire. Alors pourquoi la France demande-t-elle à ses ressortissants de partir maintenant? La réponse d'Alain Joyandet, secrétaire d'État français à la coopération, qui était tout à l'heure en ligne avec nous. Nous demandons à nos ressortissants de partir parce que nous craignons que la sécurité des personnes ne soit pas assurée. De nombreuses exactions ont eu lieu à Conakry, effectuées par des militaires. Donc ce n'est pas une évacuation. Nous ne prenons pas de mesures d'évacuation généralisée, mais nous essayons à nos ressortissants qui ne sont pas obligés de rester à Conakry, en Guinée, de quitter le pays. Y a-t-il eu des menaces contre les Français ? Non, il n'y a pas eu de menace particulière. Simplement, nous savons qu'un certain nombre d'exactions se sont produites par des militaires contre des civils, notamment dans le centre de Conakry. Et donc, nous préférons avoir une réponse graduée. Dans un premier temps, c'est ce conseil de départ volontaire, en quelque sorte, avec les moyens de transport habituels. Et puis, si la situation venait à se détériorer encore plus, alors nous verrions quelle serait la meilleure réponse, celle qui sera la plus appropriée. Toujours dans l'actualité africaine, le chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, candidat à sa propre succession. Il a fait aujourd'hui officiellement acte de candidature au scrutin présidentiel prévu le 29 novembre. Laurent Gbagbo a présenté un programme de réforme sociale. Le combat est engagé contre ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Le Zimbabwe va de nouveau plonger dans la crise politique. Le Premier ministre Morgan Tsvangirai proteste contre l'arrestation et la détention de Roy Bennett, un de ses proches. Un affront de trop. Il a annoncé qu'il suspendait ses contacts avec le camp présidentiel de Robert Mugabe. La police a été prise pour cible ce matin au Pakistan au lendemain d'une série d'attaques qui a fait plus de 40 morts dans le pays. Une bombe a explosé près d'un poste de police dans un quartier militaire de Peshawar, ville du nord-ouest du pays. 2 kamikazes, dont une femme, ont fait sauter leur charge près du commissariat. Il y a au moins 11 morts selon un dernier bilan.
Et puis de nouvelles pertes dans les rangs de l'armée américaine en Afghanistan. 4 soldats américains ont été tués ce vendredi, victimes d'une bombe artisanale. Sur le plan politique, les électeurs afghans devraient de nouveau voter. Un second tour pourrait être organisé dans les jours qui viennent. Il s'agit pour l'heure simplement de rumeurs, alors que la commission électorale indépendante doit annoncer aujourd'hui les résultats officiels du scrutin du 20 août. Toujours l'Afghanistan, où le Times a révélé hier que les Italiens avaient payé des talibans pour ne pas être attaqués, des révélations qui ont suscité le malaise. Alors on en parle avec vous, Mathieu Mabin, notre spécialiste des relations internationales. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? On y voit un peu plus clair qu'hier, effectivement, et notamment sur le lien que fait le Times entre l'embuscade de la vallée d'Ouzbin, où l'armée française avait perdu 10 soldats il y a un peu plus d'1 an maintenant, et le fait que les Italiens aient arrosé de ce qui est présenté comme des pots de vin par le journal. En réalité, il semble qu'il n'y ait pas de lien direct, voire pas de lien du tout. En revanche, cela révèle une détérioration des relations au sein même de la coalition en Afghanistan, et notamment des relations entre les troupes anglo-saxonnes, les Américains, les Anglais et les Italiens. Il semble que les Anglais, notamment, aient beaucoup fait de reproches aux forces italiennes réparties sur le terrain, et notamment sur le fait qu'ils avaient tendance à acheter la paix, verser des fonds aux chefs de village, distribuer des voitures, distribuer de l'aide humanitaire de manière un petit peu excessive en l'échange de leur tranquillité. Ça a été franchement reproché par le patron de la coalition en coulisses et par les forces essentiellement anglo-saxonnes en Afghanistan contre leurs alliés italiens. Verser de l'argent à ses ennemis, ça peut être considéré comme une haute trahison? On n'en est pas encore là, mais effectivement, ça s'appelle acheter la paix de manière concrète. Même si c'est fait au nom de l'aide humanitaire, en tout cas du soutien aux populations, si ça n'est pas fait de manière très pointilleuse, comme ont l'habitude de le faire les Américains, par exemple, ou les Français, ça peut être effectivement tout à fait reproché. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces dernières précisions. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a approuvé le rapport Goldstone avec 25 voix pour, 6 contre et 11 abstentions, un rapport accablant pour Israël et le Hamas. Il accuse les deux camps d'avoir commis des crimes de guerre lors de l'offensive israélienne l'hiver dernier à Gaza. Côté européen, les avis sont partagés. Côté israélien, le point de vue est bien plus tranché. Un rapport rejeté par Israël. Ce texte du juge sud-africain Richard Goldstone dresse un bilan de l'offensive israélienne à Gaza et accuse. L'armée israélienne et le Hamas auraient commis des crimes de guerre dans un conflit où 1400 Palestiniens et 13 Israéliens ont trouvé la mort. Ce document recommande aux protagonistes de mener des enquêtes internes sur ces allégations, sous peine de référer les affaires à la Cour pénale internationale. C'est l'occasion de réitérer mon soutien aux recommandations de la mission d'enquête qui appelle à une action urgente pour éviter toute impunité. Le rapport accuse Israël de multiples violations du droit international humanitaire, notamment en ciblant des civils et en se servant de boucliers humains. Un texte qualifié par Israël de partial et saugrenu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem ne mâche pas ses mots. Demain, il y aura un vote à Genève qui pourrait servir le terrorisme ou lui porter atteinte. Cela pourrait encourager la paix ou nuire à la paix. Nous espérons que les pays responsables voteront contre cette décision qui encourage le terrorisme et nuit à la paix. Une situation jugée inacceptable par Israël, dont la colère n'a pas empêché vendredi l'adoption du document. Les pays qui l'ont initié, l'autorité palestinienne avec l'aval des pays arabes et africains, sont majoritaires au Conseil des droits de l'homme. Un revers pour les États-Unis du même coup, qui ont voté contre la résolution. En pleine crise du monde de l'agriculture, cette fois ce n'est pas la crise du lait mais la baisse des revenus des agriculteurs qui les font descendre dans la rue. Opération coup de poing dans plusieurs villes de France, à Nantes, Toulouse ou encore Paris. Des agriculteurs en colère. Et puis il y a parfois des miracles. Un enfant de 6 mois se trouve dans la poussette qui tombe sur les rails. La scène s'est passée ce vendredi en Australie à la gare de Melbourne. Le train arrive. Le petit garçon a été traîné par le train sur 35 mètres, mais il s'en est tiré avec une simple bosse. Un ouf de soulagement après une scène qui aurait pu tourner à l'horreur. Le bébé va bien. Fin de ce journal, merci à tous de votre attention. L'information continue sur France 24 et sur son site internet france24.com en français et en anglais.